but if it were up to me, I would go to the fucking Dallas supermarket, plant bombs in there, shoot people up, just fucking shoot that place to fucking smithereens. Pourquoi est-ce qu'un tueur dévoilerait au monde entier son plan avant de passer à l'acte? Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Pourtant, un youtubeur a décidé de documenter absolument tout. Des mois durant, Randy Ster raconte les moindres détails sur Internet. Ses pensées, ses obsessions, ses projets. Il publie des vidéos, il écrit des journaux. Il parle de mort, de fusillade, de carnage. Et de ce qui doit se passer un jour précis. Tout est là, sous les yeux de tout le monde. Et pourtant, personne ne réalise que ce qu'il regarde n'est pas une histoire, mais un avertissement. Et le compte à rebours est lancé. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle où tu vas voir, il y a pas mal d'êtres humains qui ont souffert. Par contre, aucun animal n'a été maltraité. D'ailleurs, si comme moi t'es parent d'un petit chat ou d'un toutou, je suis sûr que tu veux son bien. Nous, on fait attention à ce qu'on mange, on lit les étiquettes, on évite les trucs douteux. Mais est-ce que t'as déjà regardé en détail la composition des croquettes que tu donnes à ton chien ou ton chat? Parce que la vérité, c'est que la majorité sont génériques. Même recette pour tous, peu importe l'âge, le poids ou l'activité. On dirait la cantine du lycée. Pourtant, ton animal dépend entièrement de toi. Kento dépend de moi et ton chat ou ton chien aussi. C'est exactement pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Jaffy. Le principe est simple. Tu te rends sur le site, tu remplis le profil de ton animal, âge, poids, race, niveau d'activité, sensibilité. Jaffy te crée une recette sur mesure avec portion adaptée, taille de croquette adaptée, composition adaptée. Les recettes sont formulées avec des vétérinaires nutritionnistes, 80% de protéines animales, sans gluten, ingrédients naturels, fabriqués en France. Et livrés à domicile. Plus besoin de porter des sacs de croquettes d'une tonne. Ensuite, tu reçois le colis avec un sachet personnalisé qui porte le prénom de ton animal. Comme ça, si t'en as plusieurs, tu pourras pas te tromper. Dans l'offre découverte, par exemple, vous avez les croquettes sur mesure, un gobelet doseur, un livret avec la fiche menu et des surprises comme des friandises, de l'huile de saumon, un petit bouillon, des bâtonnets dentaires. Évidemment, Jaffy a aussi une gamme complète, terrine, émincée en sauce, friandises, compléments alimentaires et à tout. Dont leur toute nouvelle friandise fourrée au poulet. Croustillante à l'extérieur, fondante à l'intérieur et faible en calories. Je te dis, ça a l'air meilleur que la cantine du lycée. Regarde comme Kento est en train de se régaler. Je passe par mon lien en description, je remplis le profil de mon animal, je choisis soit uniquement croquette, soit croquette plus terrine. La réduction s'applique automatiquement. Et là, c'est le vrai bon moment. Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement. Moins 60% sur l'offre découverte, 4 émincés de canard pour chat ou 3 conserves de bœuf pour chien. C'est avec le code Kento. Le code est affiché à l'écran et le QR code aussi. À moins 60%, tu peux tester une alimentation sur mesure sans te poser 1000 questions. Si t'es parent de chien ou de chat et que tu veux quelque chose d'adapté plutôt que de générique, le lien est en description et en commentaire épinglé. Code Kento. Bon allez, on commence. Dallas est une petite ville du nord-est de la Pennsylvanie, où il n'y a pas grand-chose à faire et pas grand monde à croiser. C'est là que Randy Robert Ster voit le jour le 17 septembre 1992. Il est le premier-né de Robert et Lori-Ann Ster, qui lui donne un frère, nommé Jérémy, 2 ans après. Dès l'école primaire, Randy est le genre de gamin qu'on remarque surtout parce qu'il ne parle que lorsqu'il y est obligé. Dans la cour, il est toujours à l'écart. Et il s'isole dès qu'il le peut. Il passe des heures rivé devant les dessins animés Nickelodeon, à dessiner les personnages qu'il voit à l'écran. Randy joue aussi en boucle à Zelda, Silent Hill ou Resident Evil. Des univers immersifs, parfois sombres, dans lesquels on peut disparaître complètement. Un concept un peu familier. Il découvre vraiment YouTube en 2007, et il s'ennuie grave parce que la chaîne Cogitor Stories n'existe pas encore. Il a 15 ans, quand il constate que des gens ordinaires, qui se filment parfois dans leur chambre, peuvent faire rire des milliers d'abonnés avec 3 fois rien. Pour un adolescent qui ne sait toujours pas comment s'y prendre pour parler aux gens en vrai, c'est une révélation. En juin 2008, il crée sa chaîne, Pioneers Productions, nommée d'après les Wilkes-Barre Scranton Pioneers, une équipe locale de football américain. Le pseudonyme qu'il se choisit, Andrew Blaze. Andrew, du nom de l'ouragan Andrew, et Blaze parce qu'il est fasciné par le feu et qu'en anglais ça veut dire flamber. À ce stade, c'est plus un pseudo, c'est un avertissement. En réalité, Randy n'est pas un débutant sur YouTube. Il a commencé à créer des chaînes dès 2007. Oui, j'ai bien dit dès, parce qu'il en a testé un paquet. Sauf qu'il les a toutes supprimées. Pour souci de droit d'auteur, vu qu'il postait des clips de films sans comprendre les règles imposées par la plateforme. Ainsi, il a perdu plus de 100 vidéos. Pourtant, il repart encore de zéro sans se décourager. Ça, c'est un détail qui en dit beaucoup sur lui. L'obstination, l'apprentissage par l'échec. Et cette façon qu'il a de foncer dans quelque chose
sans en maîtriser les codes. Sur Pioneers Productions, Randy fait des sketchs comiques avec 3 personnages, si on peut les appeler comme ça. Il y a Mr. Horsehead, une tête de cheval en plastique au bout d'un bâton, Froggy, une grenouille en caoutchouc orange qu'il avait trouvée dans un caddie du Vice Markets, un magasin où il travaillera plus tard. Et enfin, il y a Whale, une baleine en peluche. Ouais, je suis d'accord, ça sent plus la thérapie que YouTube là. Mais bon, pour produire du contenu, il s'inspire de grands youtubeurs de l'époque, comme Smosh, Fred ou Nigahiga. Vous aussi vous avez remarqué ? Bah sachez que vous n'êtes pas les seuls et que son pseudo a été critiqué. En ce qui concerne Randy, le résultat est absurde, graveleux, parfois même à caractère sexuel. Mais auparavant, ce genre de vidéos décalées ne choquait personne. Après la création de sa chaîne, Randy est très motivé. Donc il apprend à filmer et à monter. Il essaie même de construire ses histoires de façon à les raconter de manière à les rendre captivantes. En gros, on peut dire qu'il y met une énergie considérable. Et ça marche, un peu. En août 2010, il poste une vidéo dans laquelle il interagit avec un alligator en bois, aux côtés de Make Me Bad 35, un autre créateur de contenu. La vidéo cumule environ 118 000 vues. Mais le vrai coup de projecteur arrive en juin 2011. À cette période, Ray William Johnson, l'un des youtubeurs les plus populaires de la plateforme, passe un bout d'une vidéo de Randy dans sa célèbre émission Equal 3, ou Égal 3. L'homme a plusieurs millions d'abonnés. Et la publication en question fait plus de 9 millions de vues. C'est le quart d'heure de gloire de Randy. Parce que son visage, son humour et son univers sont exposés à une audience gigantesque. Sauf que ça dure pas, ça retombe même comme un soufflet. En voyant la vidéo de Ray William Johnson, les gens se ruent sur Pioneers Productions pour s'abonner. Randy ne parvient pas à atteindre les 9000 abonnés, une stagnation qui dure des années et le ronge de l'intérieur. D'autant plus que côté vie réelle, ça se passe pas au mieux non plus. Il quitte le lycée de Dallas en 2011, sans jamais avoir été à l'aise dans ses couloirs. Ses parents l'encouragent à faire des études. C'est pourquoi il s'inscrit au Luzerne County Community College. Il reste jusqu'à l'obtention de son diplôme en 2014, puis quitte l'université et continue à produire des vidéos sans jamais chercher à quitter la maison familiale. Il faut dire que côté professionnel, il rame pas mal. À 18 ans, il tente sa chance chez McDonald's, mais tient une journée avant de rendre son tablier. Finalement, c'est son père, Robert, qui lui trouve le seul emploi qu'il parvient à conserver. Un poste à temps partiel de vendeur au Vice Markets d'Eaton Township, un supermarché de la chaîne au sein de laquelle il est lui-même manager. Randy aime pas vraiment son boulot, et il s'en cache pas. D'ailleurs, il essaie de le quitter, en acceptant un emploi à temps partiel dans un hôpital, qu'il délaisse aussi rapidement, à cause de la pression qu'il ne supporte pas. Après ça, il retourne au supermarché, où il travaille de nuit. Il fait l'étiquetage des produits, remplit les rayons et nettoie les allées vides. Pour ses collègues, il n'est pas désagréable, juste silencieux, poli et effacé. Comme si une partie de lui était ailleurs, en permanence. À la maison, c'est un peu la même chose, à quelques tensions près. Bah oui, parce que Randy a des rapports tendus avec son père. Celui-ci est clairement déçu de voir que son fils aîné a aussi peu d'indépendance. Il a aucun projet solide pour son avenir, et passe le plus clair de son temps dans la chambre, devant son PC. Ce constat agace Robert, qui ne se gêne pas pour lui dire. Randy encaisse en silence, parce que de son point de vue, personne de son entourage ne le connaît vraiment. Ce qu'il est, ce qu'il ressent, et ce qu'il pense, c'est dans les vidéos qu'il monte, dans les journaux qu'il tient, mais aussi dans les personnages qu'il crée. Il y a aussi cette chose qu'il cache à tout le monde. Chaque mercredi, quand toute sa famille va au bowling, Randy ne les accompagne pas. Il reste à la maison. Et ces soirs-là, il s'habille en femme, que ce soit en piquant des dessous à sa mère ou en enfilant des habits qu'il s'est lui-même achetés avec son salaire. C'est le seul moment de la semaine où il se sent exister. En bref, ce que Randy montre au monde sur YouTube, c'est Andrew Blaze, le petit créateur de contenu qui se bat pour percer. Mais ce qu'il est vraiment derrière son écran, c'est un jeune homme probablement trop isolé socialement, qui se convainc peu à peu qu'il n'est à sa place nulle part. Une même personne, deux mondes qui ne se touchent jamais. Et des liens avec les gens qui sont plus ténus les uns que les autres. Vers 2014, Randy découvre Send Request, un groupe de pop-punk local en Pennsylvanie. Il assiste à leurs concerts, obtient le droit d'utiliser leurs chansons dans ses vidéos et tourne même un clip pour eux en coulisses. Il admire les membres du groupe, leur parle de musique et se sent proche d'eux. Sauf que pour Send Request, Randy est un partenaire de travail, pas réellement un ami. Évidemment, ça, il le ressent. Et ça lui fait l'effet d'une gifle de plus. C'est un schéma qu'il connaît bien, parce que tous ceux qui l'approchent le maintiennent à une certaine distance. La même année, il va finalement s'attacher à un personnage de dessin animé. Et quand je dis s'attacher,
C'est pas comme un fan ou un créateur. À partir de là, la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas va commencer à sérieusement se dissoudre. Et comme vous devez vous y attendre, ce sera pas pour le mieux. En 2012, quelque chose se brise dans la vie de Randy, parce que 2 personnes qu'il connaissait perdent la vie dans des accidents de voiture. D'abord, Tom Lynch, un camarade de lycée, puis Matthew Murray, une connaissance de fac. Pourtant, Randy n'était pas spécialement proche d'eux, ce qui le trouble profondément. Il comprend pas pourquoi ces pertes l'affectent autant, mais réalise qu'elles ont réveillé en lui une obsession qu'il porte secrètement depuis son adolescence, celle de mourir jeune. En 2013, son chien, Bruno, développe une pneumonie. Il meurt l'année suivante et, pour Randy, c'est une accumulation. Tout part de là. Après ça, il replonge à fond dans Danny Phantom, ce dessin animé Nickelodeon qu'il regardait étant enfant. Sauf qu'à présent, il le voit plus de la même façon. Il fait même une fixette sur un personnage en particulier. Amber McLean, une des grandes vilaines de la série. Une rockstar fantôme aux cheveux bleus flamboyants, rebelle et indomptable. Selon le lore du cartoon, Amber est une adolescente déçue en amour, qui voulait absolument devenir célèbre quand elle est morte dans un incendie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle est revenue de l'au-delà. Vengeresse et bien décidée à obtenir la reconnaissance qu'elle n'a pas eue de son vivant. Une histoire qui résonne en Randy avec une force qu'il n'arrive pas à expliquer. Selon ses propres termes, il commence à utiliser le personnage comme mécanisme d'adaptation. D'abord de manière relativement banale, parce qu'il y a des millions de fans de Danny Phantom dans le monde. Mais Randy s'arrête pas à la fascination, vu qu'il développe de véritables sentiments amoureux pour Amber. Imaginez s'il était tombé amoureux de Culbuto dans Oui Oui. Il franchit ensuite un nouveau cap, en ouvrant la chaîne Amber's Ghost Squad, en janvier 2016. Il veut créer sa propre série animée, dans laquelle Amber dirige une escouade de fantômes féminins qui recrutent des humains dans l'au-delà. Randy apprend l'animation seul, de manière entièrement autodidacte. Pour donner une voix à ses personnages, il collabore avec des doubleurs extérieurs. Il invente également un personnage à part, qu'il s'attribue directement en lui donnant son pseudonyme, Andrew Blaze. C'est une fille fantôme censée représenter Randy dans sa version véritable. Progressivement, il ne dit plus qu'il joue ce personnage, mais qu'il est devenu ce personnage. Le jeune homme gère 11 comptes Twitter en parallèle, dont 9 entièrement dédiés à ces personnages d'Amber Ghost Squad qui se répondent entre eux, dans des fils de discussion. Comme si l'univers de la série existait indépendamment de lui. Ah, on est parti pour un long voyage là, accrochez-vous. Dans ses vidéos, il explique qu'à sa mort, il rejoindra le Ghost Squad et qu'il sera réincarné sous sa vraie forme dans cet univers, où Amber l'attend. Le fandom Amber Ghost Squad, modeste mais bien réel, n'y voit qu'un créateur très investi dans son projet. Personne ne comprend que pour Andy, ce n'est plus de la fiction depuis déjà un moment. Il joue plus un rôle. Il est persuadé qu'il est Andrew Blaze. La frontière entre ce qu'il crée et ce qui est réel a disparu quelque part au fil des mois. Mais les gens autour de lui ne le voient pas. En réalité, Randy souffre. Ce qu'il ressent dans son corps, il n'a pas les mots pour le nommer clairement. Du moins, pas en public. Il est à noter qu'aucun diagnostic de dysphorie de genre n'a jamais été posé. La dysphorie de genre, c'est une détresse psychologique intense, ressentie lorsqu'il y a un décalage entre le sexe assigné à la naissance et l'identité de genre, le genre auquel la personne s'identifie intérieurement. Ce n'est pas le fait d'être transgenre en soi qui définit la dysphorie, mais bien la souffrance liée à ce décalage. Et dans le journal qu'il tient, il écrit qu'il a été envoyé dans le mauvais corps, que son âme est féminine, et qu'il se sent piégé, ce qui est somme toute assez parlant. De même, quand il laisse délibérément traîner un rasoir de femme dans la salle de bain, c'est probablement en espérant que ses parents ou son frère vont lui poser des questions. Mais ils ne le font pas. Peut-être parce qu'ils ne le remarquent pas, ou encore parce qu'ils sont gênés d'aborder le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est un silence que Randy interprète comme de l'indifférence. Il ne consulte aucun professionnel de santé mentale, parce qu'il est convaincu que de toute façon, personne ne pourra le comprendre. La seule qu'il peut, c'est Amber. D'ailleurs, quand il enfile des vêtements féminins, il se sent beaucoup plus proche d'elle. Randy se sent enfermé dans une apparence qu'il rejette, et il ne supporte plus ni son emploi, ni cette vie qu'il n'a pas choisie. L'unique espace où il existe comme il pense devoir exister, c'est dans cette série animée qu'il est le seul à vraiment prendre au sérieux. Il est clair qu'il ne va pas bien. Et c'est dans ce laps de temps qu'il développe une vraie passion pour l'affaire de la fusillade de Columbine. Randy se prend d'admiration pour Eric Harris, qui devient un modèle pour lui. Il lit ses écrits, dans lesquels il se reconnaît, ou tout du moins se projette, et se met à fréquenter des forums en ligne dédiés à la tuerie,
Ouais, ça prend pas la bonne direction là. Il en vient même à noter dans son journal, comme le défunt Eric Harris l'a dit un jour, « Je déteste ce putain de monde ». Il achète aussi plusieurs t-shirts portant l'inscription « Natural Selection », sélection naturelle. Le slogan imprimé sur le haut que le tueur de masse avait revêtu le 20 avril 1999, le jour du carnage. Parfois, il les porte même sous son uniforme de travail, au Vice Market. Chose plus inquiétante encore, Randy se procure des armes légalement, avant de commencer à les filmer, dans le style des vidéos dites « basement tapes ». C'est le nom des vidéos qu'Eric Harris et son complice, Dylan Klebold, avaient enregistrées avant les faits. Devenu un fan assumé de la tuerie de Columbine, il qualifie les deux tueurs de héros. Ses héros à lui. Il écrit qu'il aurait aimé les rencontrer et qu'il espère les retrouver dans l'au-delà. À ce moment-là, la peur de vieillir qui l'anime encore et toujours prend vraiment une forme concrète. Il ne veut pas dépasser la trentaine et rapporte dans son journal que mourir jeune n'est pas une option. C'est au programme. Ce que les chercheurs qui analysent ce type de profil documentent, c'est une fusion progressive entre deux systèmes de pensée distincts chez Randy. D'un côté, l'univers Hamburger Squad, avec sa cosmologie de vie après la mort, la réincarnation en fantôme féminin, et le Ghost Squad qui attend ses nouvelles âmes. De l'autre, la violence de Columbine comme passage rituel, acte fondateur. À un moment donné, les deux fusionnent, et tuer devient le moyen de traverser. Randy a la ferme intention de passer à l'acte. Et ce qui est glaçant dans cette spirale, c'est que tout ça, il le documente, il le publie. Et n'importe qui peut le voir. Le 15 avril 2017, il héberge une vidéo dans laquelle il tire pour la première fois avec l'un de ses fusils à pompe sur Mediafire. 10 jours plus tard, le 25 avril, il va encore plus loin. Il enregistre une vidéo qu'il intitule « Fate by Coin Flip ». En français, ça donnerait « Destin à pile ou face ». On le voit sortir de chez lui, une pièce de monnaie à la main, et annoncer les règles du jeu à la caméra. Il va lancer la pièce 5 fois. Si la majorité tombe sur face, ce sera chez lui. Si c'est pile, ce sera au supermarché. Ensuite, il lance la pièce 5 fois. Et pile l'emporte 3 fois sur 5. Randy fixe alors la caméra un instant, puis conclut d'une voix parfaitement calme que des vies humaines vont être perdues, en précisant que ce ne sera pas uniquement la sienne. Le 11 mai, 16 jours plus tard, Randy publie The Plan. Dans cette vidéo, il présente ses 2 fusils à pompe Mossberg 500, qu'il a nommés Mackenzie et Rachel, des noms des 2 personnages d'Amber Ghost Squad. Il les appelle aussi plus régulièrement les jumelles. Il décrit ensuite ce qu'il compte faire dans les détails. Il cite les collègues qui seront de service le jour J et dit qu'il postera ses fichiers sur les réseaux dans le timing très serré qu'il s'est imposé. D'ailleurs, il se plaint du fait que le délai est court, ce qui est une façon de dire que sa date de passage à l'acte est imminente. Parallèlement, entre avril et juin, Randy enregistre une série de vidéos dans lesquelles il documente ses intentions, ses obsessions, la fusion progressive entre l'univers Hamburger Squad et la logique de Columbine. Le 21 mai, il écrit dans son journal en ligne qu'il y aura des choses grandes et passionnantes à venir. Il demande aussi à ses lecteurs de noter la date du 7 juin sur leur calendrier, et il le clame sans détour. Personne ne vivra quelque chose de semblable de sitôt. Mais encore une fois, personne ne le calcule. Le 5 juin, 2 jours avant la date qu'il a lui-même annoncée, Randy rédige une longue note. Il y déclare qu'il est prêt à mourir, que la prochaine nuit sera sa dernière, et ajoute « La fille en moi s'arrache pour sortir. 62 heures encore ». Pour le citer, il n'a jamais autant ressenti la distance entre lui et le reste de l'humanité. Et il aime ça. Le 7 juin au soir, il est encore chez ses parents quand il met en ligne sa dernière vidéo. Elle dure 42 minutes et se nomme The Westboro High Massacre / Goodbye. La vidéo s'ouvre sur un long monologue dans lequel il s'en prend aux animateurs qui ont abandonné le projet Hamburger Squad en cours de route. Des gens qui lui ont promis leur aide puis ont disparu sans explication. Il est très en colère et s'en cache pas. Puis vient la séquence animée. Ces personnages Andrew Blaze et Rachel ouvrent le feu dans un lycée fictif. Les victimes deviennent des fantômes et rejoignent le Ghost Squad. La vidéo se termine sur un montage de ses anciennes vidéos, des explications sur ses motivations, un hommage appuyé au tueur de Columbine et une image finale, Randy, qui embrasse un fusil chargé devant la caméra. En la publiant, il poste simultanément sur Twitter les liens vers ses journaux et ses vidéos. Tout est étalé à la face du monde. Et moins d'1 heure avant de prendre son service, il envoie un email à Laura Faverty, une doubleuse basée au Texas, qui a prêté sa voix à l'un des personnages principaux d'Hamburger Squad. Le message commence comme une note d'adieu. Il lui dit que quand elle le lira, il sera déjà mort,
Après quoi, le ton change. Randy révèle à Laura ce qu'il appelle le véritable objectif de toutes les vidéos qu'il a créées depuis des années. Sauf que son téléphone n'est pas chargé ce soir-là, et elle ne lira le message que le lendemain matin. Pendant ce temps-là, Randy Ster se prépare à prendre son service. Son objectif, ne pas revenir. Et surtout, ne pas partir seul. Le 7 juin 2017, peu avant 23h, Randy Ster arrive au Vice Markets d'Eaton Township. Dans le coffre de sa voiture, un sac de sport. À l'intérieur de ce sac de sport, 2 fusils à pompe Mossberg 500 à crosse-pistolet et plus d'une centaine de cartouches de calibre 12. Depuis 7 ans, il emprunte ce chemin plusieurs fois par semaine, badge au même endroit, enfile son uniforme et commence à remplir les rayons. Ce soir, rien n'a changé en apparence, sauf l'état d'esprit de Randy, qui n'a pas l'intention de voir le jour se lever le lendemain. Il prend officiellement son service à 23h. Cette nuit-là, ils sont 5 à travailler dans le magasin fermé au public. Il y a Victoria Brong, 25 ans, mère célibataire d'un fils de 6 ans. Elle est assistante responsable des étiquettes et travaille dans la même allée que Kristen Newell depuis le début du service. Kristen a 24 ans, le même âge que Randy, et étiquette des produits en musique, casque sur les oreilles. Il y a également Terry Lee Sterling, 63 ans, de South Montrose, un employé de rayon et père de famille. Brian Hayes, quant à lui, supervise ses 4 collègues. Cet homme de 47 ans est responsable de nuit et vétéran de la marine américaine. Dès son arrivée, avant même de commencer sa tournée habituelle, Randy se rend dans la zone de stockage à l'arrière du magasin et bloque une première sortie de secours. Ensuite, il fait ce qu'on lui demande. Il nettoie le magasin et réapprovisionne les rayons. Durant 1h40, il travaille normalement, comme si cette nuit allait être pareille à toutes les autres. Mais alors que personne ne se doute de rien, il referme progressivement son piège. À minuit 10, il marque une pause, sort son téléphone et publie les liens Mediafire vers ses fichiers sur son compte Twitter. Son journal, ses vidéos et un document Word listant l'intégralité de ses comptes en ligne, ses pseudonymes et son univers numérique complet, comme une sorte de transmission, offert à quiconque voudrait s'en saisir. À minuit 37, il envoie un SMS à sa mère, Lauriane. Il lui parle de ses journaux et lui donne des instructions sur la façon dont il souhaite que ses affaires soient gérées après sa mort. Seulement, il est déjà tard et sa mère dort. Elle ne lira le message que le matin venu. À peu près au même moment, un homme nommé David Wu, qui réside à Richmond, en Virginie, reçoit lui aussi un message de la part de Randy. Dedans, il lui annonce sa mort imminente et lui demande de regarder une vidéo avant que la police ne la supprime. Quand il voit ça, David contacte aussitôt le département de police de Wilkes-Barre et il tente de transmettre l'information aux bonnes autorités. Ce qu'il ignore, c'est que c'est déjà trop tard. Toujours à minuit 37, les caméras de surveillance enregistrent une image. Randy quitte le bâtiment par la porte principale et se rend jusqu'à sa voiture, garée sur le parking. Il la déplace pour la stationner contre le bâtiment, bloquant physiquement une sortie de secours extérieure. Il récupère également les 2 fusils à pompe et les munitions qui se trouvent dans son coffre, puis les ramène dans le magasin, cachés dans son sac de sport. Il revient dans le bâtiment à minuit 41 et verrouille les portes automatiques de l'entrée principale derrière lui. Ça y est, toutes les personnes qui se trouvent dans le magasin sont dans l'impossibilité d'en sortir. L'intégralité des issues étant bloquée, Randy passe à l'étape suivante de son plan et sort ses 2 armes de son sac. Il garde le premier fusil entre ses mains, le Mossberg 500 Cruiser, puis place le second en bandoulière dans son dos, au cas où le premier aurait un problème. Il a une bonnette noire sur la tête, des gants en cuir noir et un t-shirt blanc et noir avec la phrase « It's our time to rise » inscrite sur le devant. Ça veut dire « c'est le moment pour nous de nous élever ». Sous ses habits, Randy porte également des sous-vêtements féminins et il s'est maquillé les yeux pour ressembler à Amber. Autour de son torse, un grand sac olive à bandoulière rempli de cartouches de calibre 12. Donc c'est lourdement armé qu'il commence à arpenter le magasin. Kristen est toujours en train d'étiqueter des produits dans une allée du fond. Et même avec la musique dans les oreilles, elle entend quelque chose. Un bruit qu'elle identifie d'abord comme un craquement, comme si un objet avait chuté. Elle se retourne pour voir si Victoria a entendu la même chose et la voit allongée sur le sol. Dans une mare de sang, Randy vient de la battre froidement de 4 balles de fusil à pompe. Il se tient au bout de l'allée et son regard croise celui de Kristen. Mais, curieusement, il poursuit sa route vers l'allée suivante, sans ouvrir le feu sur elle. Les caméras de surveillance montrent le tueur qui l'observe pendant environ 5 secondes, avant qu'elle ne se retourne. Personne ne sait pourquoi il n'a pas tiré. Cela dit, Kristen en profite. Consciente qu'elle n'aura peut-être pas la même chance 2 fois, elle se cache dans l'allée de la caisse numéro 5. Elle entend d'autres coups de feu,
et du coin de l'œil, aperçoit Terry à l'avant du magasin. Randy s'approche de lui par derrière et tire 2 fois. Après ça, Kristen entend encore d'autres coups de feu, 5 plus précisément, tirés cette fois sur Brian, le chef d'équipe. À ce moment-là, elle tente de fuir et parvient à atteindre l'entrée principale. Mais les portes automatiques sont verrouillées. Elle doit donc contourner le transpalette électrique et les palettes empilées que Randy a placées contre les portes et forcer le mécanisme pour pouvoir sortir. En se faufilant dans la nuit à l'extérieur, elle aperçoit la voiture du tueur garée contre le bâtiment et sa chemise de travail rouge sur le sol, à côté. Kristen se cache derrière des buissons dans la précipitation et compose le 911. Au téléphone, elle crie qu'il y a un tireur actif dans le magasin. La jeune femme est tellement paniquée que la standardiste ne comprend pas ce qu'elle dit. Il est environ minuit 44 et Kristen entend encore des coups de feu derrière elle. À l'intérieur, Randy tire sur des bouteilles, des marchandises et cible des rayons. Il vise plusieurs petites bonbonnes de propane portable, alignées dans le magasin, vraisemblablement pour provoquer une explosion. Mais elles ne s'enflamment pas. Au total, il tire 59 cartouches, toutes depuis le même fusil. Après un moment, il s'arrête, marche jusqu'au rayon traiteur du magasin, s'assoit sur le sol et place le canon de son arme dans sa bouche. Il appuie sur la détente une seule fois, à 1h01 du matin. Quand les agents de la State Police arrivent sur place, ils découvrent 4 corps. Ceux de Victoria Brong, Brian Hayes, Terry Lee Sterling et Randy Ster, qui s'est lui-même donné la mort après les avoir abattus tous les 3. Il restait 48 cartouches non tirées, éparpillées dans le bâtiment. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs perquisitionnent le domicile familial de Ransom Road. Ils saisissent 7 boîtes de cartouches de calibre 12, des cahiers, des carnets de dessin, des disques durs, une caméra, des DVD gravés étiquetés Goodbye, Interview Spring 2014 et Hamburger Squad Intro. Tout allait bien cette nuit-là, jusqu'à ce que ça n'aille plus. Ça, c'est la seule phrase que Kristen Newell prononce quand on lui demande de décrire ce qu'elle a vécu. Randy avait tout laissé en accès libre. Pourtant, personne n'a bougé et un massacre a eu lieu. Le soir du 8 juin 2017, des centaines d'habitants d'Eaton Township et des communes alentours se rassemblent devant le tribunal du Wyoming County. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a pas de précédent ici, et les gens ne savent pas encore comment en parler. Le Vice Markets avait fermé ses portes le 8 juin dans la matinée, mais 6 jours plus tard, sa réouverture est annoncée. Après plus de 2 décennies de présence dans le secteur, fermer définitivement n'a jamais été une option pour la chaîne. Certains habitants reviennent par fidélité, nécessité, ou simplement parce que c'est leur supermarché depuis toujours. D'autres ne remettront jamais les pieds à l'intérieur. Dans les jours qui suivent la fusillade, des spécialistes examinent publiquement le cas Randy Ster. Le docteur Matthew Berger est psychiatre à Mosick, en Pennsylvanie. Il s'intéresse au comportement criminel et au profil des auteurs de violences de masse. Sans se prononcer spécifiquement sur Randy, il explique que de nombreux jeunes tueurs de masse brouillent la frontière entre fiction et réalité. Ils entretiennent des croyances irréalistes sur ce que la mort signifie concrètement. Le psychiatre parle d'une incapacité à intégrer pleinement le caractère permanent de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Comme si une partie d'eux croyait qu'ils seraient encore là pour voir les conséquences de leurs actes. Il mentionne aussi le désir de notoriété, le sentiment d'avoir été ignorés toute leur vie, et la certitude que, cette fois, personne ne pourra faire semblant de ne pas avoir vu. Jean Rosenkrantz travaille à l'unité des services traumatiques du parquet du comté de Lackawanna. Elle a passé du temps à visionner les vidéos et à lire les journaux de Randy. Elle identifie un mécanisme commun à la plupart des auteurs de violences de masse. Une blessure réelle ou perçue, une injustice particulièrement mal vécue, et l'incapacité à réagir autrement que par la violence. Dans le cas de Randy, cette blessure, c'était probablement sa dysphorie de genre supposée. Depuis son adolescence, il ne se reconnaissait pas dans le corps qui l'habitait. Selon Jean, c'est l'absence totale de reconnaissance de cette souffrance qui l'a conduit à chercher une forme de vengeance contre un monde qui, selon lui, l'avait ignoré. L'affaire Randy Ster laisse 2 questions ouvertes. La première, on la connaît déjà. Pourquoi personne n'a rien signalé ? Malgré l'ensemble de ces publications, aucune personne ne s'est manifestée pour signaler quoi que ce soit aux autorités. Personne n'a répondu au poste pour tenter de raisonner Randy, ou n'a alerté les autorités. Ni ses abonnés, ni les internautes qui regardaient son contenu sans lettres. Ce paradoxe, les experts en comportement en ligne le documentent depuis plusieurs années. Il s'avère que plus un individu publie d'informations, moins elles sont vues comme des signaux d'alarme isolés. On pourrait dire qu'elles se noient dans un flux, et cessent d'être des appels au secours pour devenir du simple contenu.
Randy publie des vidéos dans lesquelles des armes à feu apparaissent, et des journaux détaillant un plan d'attaque. Il mentionne même un décompte public avant une date précise. Pourtant, l'algorithme YouTube continue de recommander ces vidéos d'animation à côté. Ses abonnés commentent les épisodes d'Ember Ghost Squad comme si de rien n'était. Et les plateformes ne signalent rien. Bon, depuis, je vous garantis que ça s'est amélioré, je suis grave dans le viseur. Dans cette affaire, il n'y avait pas de zone d'ombre, juste des signaux à déchiffrer. C'est vrai, il y avait trop d'informations, et surtout, personne pour faire le lien. La deuxième question qui demeure est différente, et sûrement plus inconfortable. Si quelqu'un avait agi, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose ? Eh bah, c'est fort possible. Des études sur les comportements de menace montrent qu'une prise en charge précoce, même imparfaite, peut modifier une trajectoire. C'est pas systématique, mais ça arrive souvent. Randy n'a jamais été orienté vers un professionnel de santé mentale. Sa possible dysphorie de genre n'a jamais été reconnue par son entourage. Et les indices qu'il a égrenés publiquement n'ont jamais déclenché d'intervention sur les plateformes. Chacun de ces points que je viens de mentionner représente une occasion manquée. Donc on ne peut pas savoir si l'une d'elles aurait suffi. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune n'a existé. En tout cas, c'est ni le premier, ni le dernier youtubeur à mal finir. Normalement, ça devrait te rappeler l'affaire Samantha Wolford que je t'ai racontée ici même. On est arrivé au bout de cette affaire criminelle, n'oublie pas le lien en description et le code Kento pour obtenir 60% de réduction sur l'offre découverte Jaffi et faire mieux manger ton animal de compagnie. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve bientôt. Bye.